Passe là. Ouais, non, vas-y, vas-y. Bien. Non, c'est clap. Bon, on peut s'asseoir là. Bien. Le quart d'heure à rajout étant passé, on va commencer la conférence. Je vais passer la parole à Patrice Desmond. Ça marche? Bon, donc bonsoir, merci d'être tous venus. Donc le titre de la rencontre, on a dit conférence, mais c'est peut-être un grand mot, de la rencontre qui nous réunit. Donc c'est, comme vous l'avez vu, le titre c'est de l'éducation spécialisée à la sexualité spécialisée, point d'interrogation, et retour. Alors je vais vous expliquer un petit peu d'abord pourquoi on a essayé de mettre en place cette rencontre. Cette rencontre a lieu dans le cadre d'un séminaire, d'un temps de travail que la FERTES a mis en place pour un groupe d'étudiants, éducateurs spécialisés, sur les questions de genre, de sexualité dans le travail social. Lorsque on veut mettre en place un projet pédagogique comme celui-là, bien sûr, on se pose la question, mais quel savoir on va mobiliser sur ces questions-là, les questions de genre et de sexualité, quel savoir transmettre aux étudiants ou sur quoi travailler. Et la remarque qu'on a constatée à travers les expériences qu'on a pu avoir sur ces questions-là, c'est le fait que du savoir autour de la sexualité, oui, on en a tous. On a tous d'abord nos savoirs individuels, nos savoirs empiriques qu'on peut acquérir par notre éducation, par nos expériences, par nos rencontres, et qui produit un certain savoir, mais qui est un savoir qui ressemble souvent à une sorte de bricolage, avec parfois ses intérêts, mais aussi ses limites. Et quand on essaye d'aller un petit peu plus loin dans le savoir autour de la sexualité, effectivement, on peut en trouver. Il y a le savoir médical, on en parlera peut-être. Il y a le savoir psychologique, il y a le savoir de la sexologie, de la psychanalyse, par exemple, ou la psychologie. Enfin bref, il y a tous les savoirs qui se sont constitués, aussi bien des sciences médico-biologiques que des sciences sociales, psychologiques ou sociologiques. Il y a même une sorte de savoir philosophique, parfois ça existe. Mais ces savoirs, en tout cas quand on y réfléchit, et puis on a pu être aidé depuis un certain temps sur la réflexion de ces savoirs-là, en particulier par exemple par quelqu'un comme Michel Foucault, dont vous avez peut-être entendu parler. Ces savoirs posent souvent des gros problèmes parce qu'on dirait qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher, mine de rien, parfois très explicitement, parfois très implicitement, à produire des normes autour des pratiques de sexualité. Et lorsque, aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos pratiques professionnelles, on fait l'expérience du rapport entre la norme et la sexualité, très souvent, on découvre les dégâts que cela peut produire. En particulier, lorsque, soit pour soi-même, soit à l'égard des personnes qu'on rencontre, il y a quelque chose qui, dans nos sexualités, n'est pas conforme à la norme. Et on en discutera peut-être après, mais peut-être que d'ailleurs c'est presque constitutif de la sexualité, à un moment donné, de venir poser la question de la norme. Donc comment faire? Parce que ces savoirs savants, très souvent, en fait, c'était la thèse de Michel Foucault, relèvent finalement pas seulement d'une volonté de savoir, mais en fait d'une volonté de pouvoir. Et comment faire donc pour produire un savoir autour de la sexualité qui contourne, qui essaye de s'y prendre autrement? Du savoir, on en a sûrement besoin. Lorsqu'on arrive à la sexualité, par exemple à l'adolescence, et qu'on est sans savoir, comme par exemple les personnes de ma génération on l'a souvent vécu, ben évidemment, on en sort rarement indemne. Donc on a sûrement besoin du savoir. Mais il y a ce problème qui est un problème de fond de la manière dont le savoir se constitue dans la sexualité, qui, comme je viens de le dire, enfin c'est une hypothèse en tout cas qu'on peut avoir, n'arrête pas de produire de la norme qui finalement détruit, ou en tout cas pose un problème autour de la sexualité.
Alors on tourne autour de ça depuis un certain temps dans nos pratiques pédagogiques. Et je rappellerai par exemple que le mot AFERTES signifie Association pour la formation, l'étude et la recherche du travail éducatif et social. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la formation et la recherche. Et lorsqu'on met en place un séminaire comme celui qu'on met en place cette semaine, on est toujours un peu sur le fil du rasoir, j'allais dire le fil du savoir. C'est-à-dire on doit s'appuyer sur un certain savoir et en même temps, on doit être en permanence dans la méfiance du savoir qui se produit, qui se reproduit. Et qu'on doit justement essayer en permanence de déconstruire. Donc du savoir on en a besoin, et en même temps, le savoir qui se constitue ou qui existe, par exemple le savoir savant, est très très ambigu, et finalement nous piège. Alors notre idée, ça a été ce soir d'essayer de nous y prendre autrement. C'est un petit peu d'ailleurs la philosophie, la pédagogie de cette semaine de formation pour les étudiants, de partir au fond des pratiques de ce dont on essaye de parler, des pratiques des questions de genre. Il y a un certain nombre de personnes qui sont là ce soir qui pourront peut-être nous en parler aussi, et puis des pratiques autour de la sexualité, et voir si à partir de là on arrive à peut-être à produire un certain savoir qui ne serait pas un savoir normé, alors évidemment sûrement pas un savoir hétéronormé comme on dit parfois, ou un savoir normatif. Voilà. C'est un petit peu le pari, peut-être perdu d'avance, qu'on essaye d'avoir dans ce travail qu'on mène à quelques-uns dans la FERTES, et qui a fait que donc on a organisé la rencontre de ce soir. Alors, concrètement, notre rencontre va se dérouler comme ceci. Je dois d'abord vous dire que, contrairement à ce qui a été annoncé, Ovidie, qui donc avait été d'accord depuis plusieurs semaines pour participer avec nous à cette rencontre, nous a contacté cette nuit, on peut dire ça, c'est même pas hier soir, c'est dans la nuit, pour nous dire que non, elle avait un empêchement, elle avait elle avait très très envie de venir. Voilà, ça fera de la place, on en manque. Elle avait très très envie de venir. Elle serait d'accord pour revenir au mois de mars, dit-elle, mais ça va être difficile. Et donc elle ne peut pas être avec nous ce soir. Bon. À vrai dire, en regard de l'expérience, c'est un petit peu similaire qu'on a eue de l'année dernière, où on avait tellement invité d'intervenants dans le débat qu'on avait organisé que ça avait été difficile pour chacun de parler. C'est peut-être pas plus mal, d'une certaine manière, parce que de toute façon, on ne va pas manquer d'intervenants et de paroles entre nous. Et donc, Chouchou a bien voulu remplacer, donc Chouchou c'est Alex Schuller, qui parlera tout à l'heure, a bien voulu remplacer Ovidie au pied levé, donc je la remercie beaucoup. Donc voilà comment les choses vont se passer. On va donner d'abord la parole à Philippe Taufin, qui je crois meurt de trac, et ensuite Marianne Chargois interviendra, présentera un peu sa réflexion sur cette question du rapport ou du passage de la sexualité à l'éducation, etc. Et ensuite, Chouchou donc complétera un petit peu la réflexion et on discutera entre nous. Je voudrais remercier un certain nombre de personnes. D'abord les salariés de la FERTES qui se sont mobilisés pour cette rencontre. Et puis aussi les partenaires qui nous soutiennent. Il y a Colère du Présent avec Didier Andro. Mais il y a aussi, malgré les difficultés que parfois on a rencontrées, une autre école d'éducateurs qui a donné son accord de partenariat, qui est le SETS. Il y a le centre LGBT J'en suis j'y reste, qui est représenté par plusieurs personnes ce soir. Il y a l'association Légide, qui est la maison des associations régionales des centres LGBT. On vous en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a également le CIRM, qui peut-être est représenté par quelqu'un. Si la personne du CIRM est là, il faudra me faire signe. J'espère que j'oublie personne. Il y a aussi donc les personnes qui nous ont aidés et qui sont en train de nous aider dans tout le travail de cette semaine et qui, je crois, vont aussi nous aider dans la discussion qui va suivre. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Philippe. Et puis, donc, je crois que ce qui sera mieux, c'est qu'en fait, chacun parle et puis on reprendra toutes les questions, les discussions à partir de là. Donc bonsoir. Donc moi c'est Philippe Taufin, donc je suis informaticien
au service informatique de l'Académie de Lille. Donc je suis handicapé, ça se voit. Et donc je suis venu un peu pour expliquer un peu mon cas et mon parcours qui m'a permis d'essayer d'avoir une sexualité, pas dire normale, mais une sexualité quoi. Donc en fait, il s'est pas passé grand chose durant 26 ans, d'un point de vue sexuel. J'ai eu une vie classique, j'ai fait des études, à DUT, informatique, et tout ce qui a suivi s'est bien passé. Mais cette idée de passer à l'acte, forcément, je pense comme tout homme, me titillait quoi, et me m'interrogeait, mais je voyais pas comment passer à l'acte sans l'intervention d'une aide d'une personne intermédiaire, quoi, parce que je me refusais de passer par mes parents. C'est vraiment quelque chose d'humiliant, quoi. Donc, à force de parler avec les copains, les amis, ouais, ça s'est vraiment passé entre amis, en fait, et on a décidé d'aller faire une virée sur Paris un week-end, parce qu'on y allait souvent à une période. Mon frère habitait là-bas, donc il nous prêtait l'appartement, c'était pas mal. Et puis, moi, j'avais fait au préalable mes recherches sur Internet pour dire de trouver une fille qui aurait accepté de me rencontrer, bien sûr en payant, et enfin, je dis bien sûr, c'est pas obligé, quoi. Mais pour le coup, c'était en payant. Et donc, grâce à mes copains et mes recherches fructueuses sur Internet, m'ont permis d'avoir mon premier rapport sexuel à l'âge de 26 ans. Et qui m'a permis de goûter à cette joie, quoi, et à ce bonheur. Donc ensuite, je suis rentré, enfin, j'ai passé un peu toutes les étapes où j'étais dans des institutions depuis mon plus jeune âge jusqu'à la terminale, où j'étais dans des institutions où enfin, la sexualité, on n'en parlait même pas, et ça, même moi, ça me venait pas l'idée, quoi. Je me disais, enfin, à l'heure actuelle des choses, je me pose, mais comment j'ai pu vivre autant de temps sans m'interroger sur ça et sans avoir eu l'envie d'aller plus loin à ce sujet-là, quoi. Et et donc, je reviens à mes 26 ans où, avec mes copains, on a passé, enfin, j'ai pu passer à l'acte. Et ça s'est très bien passé. Donc, ensuite, j'ai pu, par l'intermédiaire d'une nouvelle. Donc là, à l'âge de mes 26 ans, je vivais toujours chez mes parents. Donc c'était toujours compliqué de pouvoir rencontrer des filles, vu que je voulais pas que ça se sache, et c'était ma vie privée, quoi. Je voulais que ça m'appartienne, quoi. Et donc j'ai pu avoir une vie autonome à partir de 2006, janvier 2006. Donc j'ai eu mon premier appartement à Douai, où j'ai vécu pendant 1 an et demi, et là j'ai pu on va dire m'épanouir un peu plus sexuellement, car je dépendais, on va dire, plus de mes copains qui je ne voulais pas trop les solliciter chaque week-end ou une fois par ou une fois par mois, enfin je sais pas, ça m'embêtait de chaque fois de compter sur eux, quoi. Donc comme j'ai vécu, enfin à l'heure actuelle je suis toujours en autonomie et j'ai mon propre appartement. Donc depuis, j'ai eu des auxiliaires de vie qui ont pu m'aider dans mon quotidien pour tous les gestes de la vie quotidienne. On va dire que ça m'a permis d'avoir une sexualité un peu plus épanouie, vu que j'avais pas le regard de mes parents qui étaient présents et qui étaient là pour... en fait, j'avais pas qu'ils me jugent, quoi. Donc j'ai... À partir de là, donc j'ai eu quatre auxiliaires de vie qui m'aidaient donc 24 heures sur 24, sauf quand j'étais au travail, en fait. Et j'ai pu, on va dire, trouver des compromis avec ces personnes. On va toujours parler de compromis jusqu'à présent, parce que
Juridiquement, il n'y a rien qui protège ces auxiliaires de vie-là, et il n'y a rien qui protège personne, quoi. Donc c'était juste des compromis avec ces personnes qui voulaient bien me rendre service et me laisser seul avec des filles que je connaissais à peine, mais bon, prenaient le risque pour me faire plaisir, et je leur disais que c'était pour moi, quoi. Il fallait le faire, quoi. Donc ben j'ai eu une vie sexuelle donc beaucoup plus épanouie à partir de 2006, on va dire, qui m'a même conduit à fréquenter, je vais dire, même certains clubs échangistes, où c'est pas forcément évident, vous l'imaginez dans mon cas, de pouvoir m'intégrer dans un milieu qui peut, pour certains ici, paraître compliqué. Mais j'ai persévéré parce que j'avais envie d'y arriver, quoi, comme tout le monde, et on va dire que la persévérance a porté ses fruits, entre guillemets. Et il s'avère que je sors très régulièrement au club, où ça se passe bien parce que j'ai rencontré des amis, je me suis fait des amis, des couples d'amis, etc. Et tout se passe bien, quoi. J'aimerais quand même signaler une mauvaise période qui est intervenue pendant que j'étais en autonomie, donc avec une auxiliaire de vie qui s'est occupée de moi pendant une petite année et qui apparemment a mal vécu le fait que je lui demande de m'emmener dans des endroits qui étaient pas forcément pour elle sains. Je sais pas ce qu'elle pensait. Elle me l'a jamais dit, mais au bout de 6 mois, 1 an, elle a fait une dépression et ça l'a bouleversée apparemment, mais ça m'a bouleversé aussi parce que ça a remis en question plein de choses, me concernant, quoi. Donc ensuite, je suis venu travailler sur l'île. Et là, j'ai changé totalement je vais pas dire de fusil d'épaule, mais j'ai changé de méthode quant au recrutement de mes auxiliaires de vie, car je pensais pas que ça allait pouvoir chambouler psychologiquement autant une personne, de me laisser seul avec des inconnus, étant donné que j'avais quand même à l'époque 28-29 ans, ou de m'emmener, de me déposer dans un club échangiste. Je pensais pas que ça allait pouvoir la bouleverser à ce point. Il s'est avéré que si. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand je recrute, parce que c'est moi qui recrute pour mon personnel, quand je recrute le personnel, aux entretiens, je les préviens et je leur dis, je leur demande ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles sont, je veux pas dire leurs limites, parce que pour moi, c'est pas une limite, quoi, d'aller me déposer dans un lieu, de m'emmener d'un point A à un point B, mais apparemment pour elles, c'était compliqué. Le problème s'est posé qu'une fois avec cette personne, heureusement, parce que ça m'a quand même bien chamboulé la tête, parce que moi je me suis remis en question, savoir si ce que je faisais était bien ou pas bien, etc. Donc donc le souci rencontré avec cette auxiliaire de vie m'a aussi obligé à dire à mes parents, à raconter un peu ma situation, parce que l'association qui s'occupait de cette auxiliaire de vie là n'a pas eu le tact de me laisser gérer la situation. Pourtant, à 28 ans, j'estime avoir quand même l'âge de gérer ma situation. Et donc j'ai dû prévenir mes parents et leur dire que qu'ils s'inquiètent pas, il n'y avait rien de grave, c'était juste que j'avais envie de sexe. Donc je voyais des filles de temps en temps, que je payais ou que je payais pas, et que parfois j'allais en club échangiste. Et du coup mes parents étaient très rassurés en fait, parce que c'était une chose qu'ils pouvaient pas trop m'apporter,
Parce que, voilà, comme on a parlé un peu tout à l'heure, c'était pour eux quelque chose de tabou et dans la famille on n'en a jamais trop parlé de sexualité, etc. Et d'autant plus, je pense, du fait de mon handicap, ça devait être tabou pour eux, quoi. Sinon, de quoi je pourrais parler d'autre? Je... Bah, moi, je pourrais peut-être ouvrir en disant que, bah, il me paraîtrait important que l'accompagnement sexuel puisse être un peu plus encadré par l'État, on va dire. Pour qu'il y ait des lois ou je sais pas ce qu'il pourrait y avoir, je suis pas compétent dans le domaine. Mais histoire qu'il y ait plus qu'il y ait pas de soucis, parce que bah, moi je dois me débrouiller par moi-même. Et je me dis qu'il y en a qui sont pas forcément en capacité de se débrouiller par eux-mêmes, ou alors qui sont tout bêtement dans l'institution. Ça, il y en a plein. Et bah, en institution, faire venir une fille, c'est pas autorisé, quoi. Et automatiquement, bah, vous êtes dans l'illégalité. Enfin, je parlais des éducateurs ou des auxiliaires de vie sont dans l'illégalité et bah, je pense que ça cause beaucoup de problèmes bah, qui sont compliqués à résoudre, je pense. Donc, enfin, l'accompagnement sexuel, je pense que ça pourrait être bien. Point. Non. Oui. Moi, je vais parler de deux choses. En fait, je voudrais mettre en évidence que, en fait, dans toutes les pratiques mettant le corps en jeu, que ce soit, je sais pas, la danse, le sport, etc., on passe, voilà, on pratique corporellement et il n'y a pas de souci. On y va. La sexualité, bizarrement, non. C'est-à-dire que on va avoir des professionnels qui travaillent autour de la sexualité, mais de manière théorique. Donc tout ce qui est toutes les personnes qui vont être sexologues, voilà, les psychanalystes, les sociologues qui vont se pencher sur des pratiques sexuelles, etc. Et donc qui vont être dans la pensée autour de la sexualité et qui vont être tout à fait respectables et respectés. Tandis que les personnes qui vont travailler physiquement dans la sexualité, donc tout type de travail du sexe, eux, par contre, vont être complètement discrédités et vus comme des personnes soit victimes, soit déviantes, ou voilà. Et donc, il y a voilà, une tension entre les métiers qui pensent la sexualité et les métiers qui font et qui pratiquent la sexualité. Et donc, par rapport à ça, je vais parler de deux choses que j'ai pu expérimenter, moi, vraiment, où on trouve vraiment cette tension entre la théorie et la pratique. Donc, d'une part, je vais parler de l'assistance sexuelle pour personnes handicapées, donc que j'ai pratiquée, voilà, en tant qu'assistante. Et d'un autre côté, je vais parler de l'éducation sexuelle, voilà, donc qui s'adresse dans les écoles aux enfants, aux adolescents, voilà. Donc, dans un premier temps, pour l'assistance sexuelle, donc moi j'ai travaillé en relation avec le CEP, donc en Suisse. Qui est l'association qui, pour la première fois, avait mis en place une formation d'assistants sexuels.
et donc qui a vraiment mis en place des équipes d'assistance sexuelle en Suisse. Et donc moi, étant à Paris, ils m'ont envoyé les demandes qu'ils avaient en région parisienne. Alors dans le discours officiel de cette association, ils disent que l'assistance sexuelle ne dispense pas de pénétration sexuelle, de fellation ou de baiser. Et que du coup, elle s'attache plus à dispenser des caresses sensuelles et érotiques, que ça peut aller jusqu'à de la masturbation. Pourtant, dans les discours, dans les chartes éthiques, ils se définissent comme ayant un but à favoriser une meilleure reconnaissance de la santé sexuelle des personnes vivant avec un handicap, que l'heure n'est plus à la dénégation des pulsions et des désirs sexuels de la personne vivant avec un handicap. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que dans ces cas-là, ils considèrent que les personnes handicapées n'ont pas les mêmes besoins sexuels que les personnes qui ne le seraient pas. Est-ce que dans ces cas-là, vu qu'ils se présentent comme apportant un service qui s'adresserait tout spécialement pour les personnes ayant un handicap physique ou mental, mais qui ne propose pas de réponse vraiment poussée dans les services sexuels proposés. Est-ce que ça veut dire qu'on présuppose que les personnes handicapées n'ont pas besoin de pénétration Voilà, donc voilà déjà un point que je voulais soulever en fait sur la tension entre le discours et la pratique. Alors après, oui, bien sûr, il y a une spécificité, mais qui n'est pas de l'ordre des pratiques sexuelles proposées. Moi, dans ce que j'ai pu constater, c'est que toutes les personnes que je voyais avaient envie de fellation, de pénétration, etc. Ce qui ne me paraît pas incroyable. Et que la spécificité, elle est plutôt, oui, si la personne est sous assistance respiratoire, il va y avoir des attentions à avoir, ou ce genre de choses. Mais donc, du coup, ça va être plutôt des attentions pratiques. Ou alors, effectivement, quand on est face à quelqu'un qui est plutôt dans un handicap mental, ça peut être plus compliqué d'évaluer la demande réelle. Voilà, est-ce que cette personne veut vraiment du sexuel, ou est-ce que ça va être plutôt une demande affective? Là, c'est vrai que c'est plus compliqué à voir. Mais voilà. Aussi, une spécificité dans ce service, c'est que en général, il y a des tierces. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement pu être en contact direct avec la personne handicapée qui voulait un service sexuel. Ça passe par des intermédiaires. Donc d'abord, il y a l'association qui m'appelle, qui a déjà eu au téléphone cette personne. Et ensuite, j'ai au téléphone l'auxiliaire de vie ou la maman. Voilà, donc du coup, on n'est plus dans quelque chose où la personne va pouvoir elle-même traiter avec moi de ce qu'elle veut, de ses envies, de ses besoins. Mais ça va être